Bienvenue dans La Cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde, le local 791. Ici, on commente l'actualité qui touche notre métier. On reçoit des invités pour parler des choses qui nous intéressent. De nos droits, de santé et sécurité, de syndicalisme, de nos conditions de travail. On prend le temps d'expliquer comme du monde ce qui nous affecte au quotidien. Des témoignages, des entrevues, des capsules d'information, des échanges, des discussions. Tout est là pour s'informer, se motiver et même se changer les idées. Dans La Cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791. Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans La Cabine, on ouvre sur un sujet qui touche presque tous nos membres, mais dont on parle vraiment pas assez, la qualité de l'air qu'on respire dans nos cabines. Comme opérateur, on passe des heures et des heures dans des environnements qui sont chargés de poussière, de diesel, de silice, de béton et trop souvent, en démolition en particulier, d'amiante, de plomb et d'hydrocarbures. C'est des substances assez toxiques, merci. Et cet air-là, on ne le voit pas, mais il nous rentre dans les poumons. Il nous suit jusqu'à la maison et parfois il nous suit toute notre vie. Même si les blessures ne sont pas visibles, elles sont là pareilles. En 2024, dans l'industrie de la construction, il y a eu 3 fois plus de décès par maladie professionnelle que par accident de travail. Les maladies respiratoires comme l'asbestose, le mésothéliome, la silicose ou le MPOC, ils arrachent littéralement la santé de nos membres, détruisent la capacité de travailler, mais aussi de vivre dignement et de vivre en santé. Monter les escaliers, c'est compliqué. Jouer avec ses enfants, respirer sans la douleur et sans les quintes de tout, c'est ça la réalité des gens qui sont atteints de ce genre de maladie professionnelle-là. Et pourtant, quand on compare la construction au secteur minier, on réalise qu'on travaille dans un double standard qui est complètement inacceptable. Dans les mines, la norme internationale ISO 23875 encadre la qualité de l'air dans la cabine. La pressurisation, le filtre HEPA, le contrôle des particules, les capteurs de CO2, l'entretien obligatoire et périodique. Dans la construction, quand on se revire de bord, le Code de sécurité pour les travaux de construction à l'article 3.255 nous protège seulement dans une situation, celle de l'exposition à la silice. Et même là, la CNESST dit que l'employeur peut se référer à la norme ISO 23875. Peut, pas doit. C'est pas une obligation. Le résultat, c'est qu'il n'y a aucune norme obligatoire pour filtrer l'air de nos cabines dans la majorité des situations qui se passent directement sur le chantier. C'est ça la réalité qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui. Parce qu'il y a une question simple en arrière de tout ça. Est-ce qu'un opérateur dans la construction mérite de respirer un air plus sale qu'un opérateur du secteur minier? Est-ce qu'on vaut moins que les autres? Est-ce qu'on mérite moins de protection? On sait déjà la réponse. La réponse, c'est non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va recevoir Robert de Climatrans qui travaille justement sur les systèmes de filtration et de pressurisation dans les cabines. On veut comprendre c'est quoi les normes actuelles, pourquoi la construction n'a pas les mêmes normes que les autres secteurs d'activité, c'est quoi la norme ISO 23875, est-ce qu'on peut facilement adapter nos équipements et qu'est-ce que ça prend pour avoir une cabine qui protège réellement nos poumons. Bref, aujourd'hui, on parle de notre santé et sécurité, c'est-à-dire de la qualité de l'air dans nos cabines et de ce qu'on doit exiger pour arrêter de perdre des vies ou de la qualité de vie à cause de ce qu'on respire. Bon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Cabine. Ce matin, on parlait de filtration d'air dans la cabine. On sait que dans la documentation de la CNESST, la plupart des maladies professionnelles sont reliées à l'air qu'on respire. Puis nos membres sont souvent exposés à la poussière, à des substances nocives dans l'air. Puis vu qu'ils passent leur journée là-dedans, on s'est dit, dans la cabine, on va parler de la cabine. Regardons ça. C'est un concept pareil, hein? Et ce que je voulais dire, c'est qu'on va recevoir Robert de chez Climatrans, qui sont des spécialistes dans les systèmes de filtration intégrés aux machines,
en rétrofit et tout ça, mais je vais te laisser te présenter, Robert, un peu, là, parce que sinon, je vais scraper ton pitch. Là. Oui. Bienvenue d'abord. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici puis de parler de ce qu'on fait puis de notre passion pour protéger les gens qui travaillent dans l'équipement à l'eau. Je vais me présenter. Moi, c'est Roberto Dragani. Je suis avec Climatrans et Climatrans spécialise dans la qualité d'air, filtration et confort opérateur, tout ce qui touche à climatisation, chauffage, la réduction de marche au ralenti des équipements et évidemment rencontrer des normes de différents contaminants, différents chantiers, c'est notre spécialité. Moi, à la base, je suis mécanicien de véhicules lourds et j'ai commencé ma carrière dans ça et je me suis spécialisé ensuite dans la climatisation, filtration et depuis 2011, Climatrans existe et je fais partie de l'équipe. Et c'est ça, dans le fond, on se spécialise dans ça. Puis merci pour l'opportunité de pouvoir être ici et discuter de ce qu'on fait. Ben, ça fait très plaisir parce qu'en même temps, on est là aussi pour parler de la qualité de vie des gens qui opèrent à chaque matin. À 4h15, ils se lèvent, puis après ça, ils se pètent, en tout cas, s'ils sont pas chanceux, ils se pètent 1h30 de trafic pour y aller. Puis, ceci dit, j'ai quand même plusieurs questions sur le produit, le service, puis ces affaires comme ça, mais plus de l'angle de nos membres pour qu'ils comprennent bien ce que vous proposez. La différence entre un filtre de série qui est installé sur la machine bien basic, là, puis ce que vous faites, c'est quoi à peu près? Pour donner une... Dans le fond, je vais vous expliquer un peu, en général, là, les équipements, les cabines, de tous les équipements lourds, je vais dire 99% de ces cabines de l'usine viennent déjà avec une filtration de base. En général, c'est pas une filtration respiratoire. C'est quasiment juste pour protéger les équipements de climatisation puis empêcher de la grosse poussière de rentrer dans la cabine. C'est pas des filtres à haute efficacité qui sont conçus pour protéger tout le monde d'opérateurs. Et dans le fond, avec le temps, il y a des technologies, il y a des méthodes qui sont développées et on les applique. Fait que, on peut rentrer dans le technique de la filtration d'une cabine, mais en gros, c'est ça. Les filtres d'origine, en ce moment, une grosse partie, ne sont pas équipés pour filtrer une poussière qui est respirable. Ouais. Puis, il y a des options. Et dans le fond, ça va selon la demande et selon les différentes réglementations. Les fabricants, ils s'adaptent à ces demandes-là. Aujourd'hui, on n'est pas à la fine pointe partout, mais ça s'en vient. Donc, ce que je comprends, on va revenir là-dessus peut-être un peu plus tard. Qu'est-ce qui est il y a d'autres secteurs d'activité où est-ce que les normes de filtration sont nettement plus élevées? On va y revenir un peu plus tard. J'imagine que chez Climatrans, vous avez un peu documenté les effets d'une cabine non pressurisée sans filtration, on va dire améliorée, là, pas tomber dans le trop technique. Oui. Dans le fond, justement, on va parler des normes qui aujourd'hui vont nous aider à amener la meilleure protection respiratoire pour l'opérateur. Mais pour répondre à ta question, oui, on a documenté ça et beaucoup de nos succès, on va dire, en protégeant les opérateurs, c'était de l'essai-erreur. Il n'y avait pas vraiment de méthode. Depuis les 14 dernières années, on appliquait certaines méthodes, certaines technologies, échantillonnait, ça marche pas, c'était notre façon de faire. Et pour répondre à ta question, dans le fond, l'idée de pressuriser une cabine, c'est vraiment... il y a un opérateur qui est assis dans une cabine et il travaille dans le roc, il travaille dans le béton, dans la démolition et il est exposé à certains contaminants. Comment est-ce qu'on empêche ce contaminant de rentrer dans la cabine? Bien, c'est par rendre une pression positive. Si la pression dans la cabine est plus haute que la pression ambiante, on va empêcher la poussière de rentrer. En gros, c'est ça qu'on va accomplir. Et dans nos échantillonnages, nous, on a commencé à la base beaucoup dans le minier. Ouais. C'était surtout, je vais vous parler rapidement d'une situation de forage. Oui. Il y avait 2 machines. À le fond, c'est un client qui est dans le forage, dans le Grand Nord, et les opérateurs étaient exposés à plusieurs contaminants, silice, amiante. Et ils nous ont appelés, ils disaient, écoute, on a besoin d'une solution. Les gars sont écœurés de travailler avec des masques à journée longue. Ça, faut faire de quoi?
Donc, on a installé un système de filtration et de pressurisation sur l'équipement. Et dans le fond, le client il dit « OK, on ne sait pas, on veut tester. » Puis c'était nouveau pour tout le monde. Ensuite, on a échantillonné. On a échantillonné la cabine pour les contaminants. Et l'exercice, c'était comme une machine sur le même patron de forage et une autre machine sur le même patron de forage. Un qui est équipé de la solution, puis l'autre qui avait le système d'origine. Puis c'était très clair, dans le fond, la différence de poussière respirable dans la cabine. Oh, OK. Donc, c'était vraiment... Il y a beaucoup d'essais-erreurs et on s'est toujours fié à l'échantillonnage pour déterminer un succès. Oui. Fait que dans le fond, c'est une science en arrière de ça pour savoir ce que l'opérateur respire ou respirera pas. La concentration de poussière dans l'air, si on veut, là, on voit que vous avez fait vos devoirs là-dessus. Dans les autres secteurs d'activité, dans la machinerie lourde, c'est quoi? Ça ressemble à quoi le portrait dans les normes? En fait, pour le Québec, on parle beaucoup présentement de silice. Mm-hmm. Il y a une réglementation et c'est géré de façon de niveau d'exposition maximale. OK. Donc, un opérateur qui travaille dans un environnement qui peut être contaminé est permis d'être exposé à un certain montant sur son chiffre de travail de 8 heures. Ouais. Donc, la réglementation gère le niveau d'exposition. Dans d'autres secteurs, justement, cette norme de niveau d'exposition nous dit pas comment qu'on va l'atteindre. Ah. Dans le fond, la CNESST, ils ont dit, écoute, récemment, il y a eu des changements. Ils ont coupé la norme de niveau d'exposition en moitié. Et c'est beau. L'idée, c'est de protéger l'opérateur. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Mais comment qu'on fait ça? Comment qu'on s'y rend? Puis le problème est on va parler du minier parce qu'il y a beaucoup qui est parti du domaine minier. Et eux, à la base, à l'interne, ces normes étaient là et des fois, il y avait des normes plus strictes encore de compagnie. OK. Et nous, on recevait des demandes, les fabricants recevaient des demandes pour améliorer la qualité d'air d'une cabine. Mais c'était jamais clair. On a besoin de filtration, besoin de pressurisation, besoin de filtrer pas. Et les résultats n'étaient jamais bons. C'est ça. Pour d'un bord. Exactement. Oui, je comprends. Et le client ne savait pas qu'est-ce qu'il allait recevoir. Le fabricant ne savait pas quoi faire. Et des gens comme nous qui vont faire des rétrofits directement sur de l'équipement, c'est pas clair. On va se fier à qu'est-ce qui a fonctionné. Okay. Et depuis ce temps-là, il y a eu une norme qui s'est créée, une norme dans l'ISO. C'est la ISO 23875. OK. Et c'était vraiment créé pour ces problèmes-là. Les problèmes, c'est mondial, c'est pas juste au Québec, là, c'est partout dans le monde que ils veulent protéger les opérateurs. Il y a des normes de niveau, mais de quelle façon qu'on s'y rend? Partout où il brasse de la poussière, dans le fond, ils ont le même enjeu. Là. Partout où on va engager le roc, le béton, la terre, on peut être exposé à certains contaminants. Déplacer des matériaux. Et dans le fond, l'idée de la norme, c'était de créer un langage universel, créer une méthode universelle qu'on peut suivre, puis créer, dans le fond, de la certification. L'opérateur, il va être protégé au maximum si on suit les étapes de A à Z. Fait que dans le fond, tu fais ta checklist. Bon, ça filtre de temps de particules, telle affaire. Exactement. Le conduit, telle longueur, et ainsi de suite, avec les spécifications claires pour que personne fasse comme « Oh oui, je vais mettre un filtre là, puis peut-être un témoin ici, puis peut-être telle autre affaire. » Exactement. Et dans le fond, la beauté de la norme, c'est que le client, il sait qu'est-ce qu'il va recevoir. Ouais. Il y a de la documentation, il y a de la responsabilité, il y a une méthode d'entretien. Le fabricant sait quoi faire ou s'il n'y a rien qui existe encore à l'usine, lui qui va faire la modification sait quoi faire parce qu'on doit fournir la documentation. Je comprends. Et ça, dans le fond, cette norme-là facilite la vie à tout le monde, que ce soit les gens de santé et sécurité, les propriétaires d'équipements, l'opérateur, évidemment, et pour la réglementation. Et dans le fond, nous, on le sait que c'est un problème, puis il y a beaucoup de zones grises. Ouais.
on a rencontré la CNSST pour dire, écoute, nous, on fait ça dans la vie. On essaie d'aider les gens pour réduire les niveaux d'exposition dans leur cabine. Vous avez changé la réglementation de 100 microgrammes à 50 microgrammes par mètre cube. Ça, c'est la quantité de silice qui est permis d'être exposé à un opérateur sur un chiffre de 8 heures. Ouais. Mais c'est pas clair. Il faut vous identifier, puis on a eu cette rencontre, identifier certains points, mais ils peuvent être interprétés de plusieurs différentes façons. Fait qu'on a levé la main et on a dit, écoute, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une norme qui existe. Et si on suit cette norme, ça va nous amener où ce qu'on veut arriver. Fait que dans le fond, la question de fond, c'est de savoir pourquoi dans l'industrie de la construction, les poumons sont différents de ceux-là qui sont dans le secteur minier et des autres qui appliquent la norme ISO dont tu me parles. Je trouve ça un peu plate. Mais Ça, il y a de l'avertissement aussi pour les entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas rien que nos membres là-dedans, il y a les entrepreneurs aussi qui ne savent pas trop quoi suivre comme réglementation là-dessus. Là. Exactement. Donc, un pas de fait, au moins qu'aujourd'hui, la CNSST, il référence cette norme comme méthode. Okay. Mais ça laisse encore la porte ouverte à dire, ben, écoute, c'est quoi la réglementation? C'est quoi l'obligation? C'est quoi je dois faire? Et c'est pas clair encore. Oui, c'est une méthode, mais s'il n'y a pas une obligation, ça ne va pas encourager les fabricants à construire leurs équipements conformes à cette norme. Pareil comme une norme de ROPS ou la ceinture, il y a une norme en arrière de ça. Le fabricant doit le suivre. Oh oui. Et comme à un moment donné, la caméra de recul sur un corps, exactement. Puis c'est devenu un standard de sécurité pour pas mal tout le monde. Exactement. Le même principe. Exactement. Comme les grutiers avec des câbles qui doivent être inspectés annuellement, des affaires de même. Ouais. Ben, la norme outline tout ça. Merveilleux. Selon toi, là, pourquoi c'est important que cette norme-là soit appliquée dans le secteur de la construction? Bien, premièrement, c'est vraiment pour assurer la qualité d'air respiratoire d'un opérateur. Et ça, c'est à la base, c'est la plus importante pour tout le monde. Si on applique cette norme, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va faciliter la vie à tout le monde. Là, on a la porte ouverte pour plusieurs zones grises. Ouais. Si on a une checklist à suivre, ben, on va avoir fait le meilleur effort pour protéger l'opérateur. Pour moi, c'est un no-brainer. OK. Puis pour les gens qui voudraient se protéger, parce qu'il y en a sûrement qui opèrent, qui ont leur propre machine, qui sont peut-être intéressés à savoir qu'est-ce que ça a l'air comme ferait, mettons, un rétrofit sur, je ne sais pas quel SPL. Écoute, ça peut varier, puis il y a plusieurs facteurs. Il y a l'étanchéité de la cabine. Est-ce que la cabine peut supporter de la pression? Est-ce que les joints de porte ont besoin d'être changés? Il y a beaucoup de facteurs, mais ça peut varier dans une plage, on va dire. Ça dépend toujours de la localisation. Il faut comprendre que si on part de Montréal et on va en Fermont, ça peut être différent que de faire ça à Ville d'Anjou. Oui. Je comprends bien. Mais ça peut varier on va dire, dans le 8 à 15 000. OK. Ça peut être dans ce range. Ça donne une super bonne idée. Encore, c'est que quand c'est incorporé dans la machine à la base, ben, ça peut être plus facile pour les entrepreneurs. Ils vont la commander comme il faut au départ. Elle va arriver. S'il y a du financement et tout est incorporé, il n'y a pas de capital. Oui, c'est ça. C'est direct dans la solution de financement, si je comprends bien. C'est ça. Dans le kit. Souvent, on travaille de cette façon-là. Oui, je comprends très bien. Je comprends très bien pourquoi aussi. C'est moins de trouble. Ben là, j'imagine qu'on a plusieurs membres qui vont regarder si le filtre de cabine est plein de poussière. Hein? Ça fait réfléchir. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup réfléchir. Écoute, Robert, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de jaser avec nous autres de toutes ces normes-là, puis des éléments quand même assez techniques, mais on a gardé ça, je pense, dans une forme très, très correcte que tout le monde puisse comprendre. Merci de m'avoir eu ici sur votre podcast. Super. Pour des questions, nous, dans le fond, ça nous fait plaisir d'aider. C'est ce qu'on fait dans la vie. Dans le fond, on est capable d'aider les gens avec ces problèmes-là. Et pour des questions ou des informations plus techniques, on est là. Si vous avez besoin de nous,
rejoignez Local 791. Ben oui. On va se parler de cabine dans la cabine. On a de la suite des idées pareil. Merci beaucoup, Robert. Merci. C'était Dans la cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde au Local 791. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec vos collègues et laissez vos commentaires. On se retrouve bientôt avec d'autres sujets, d'autres discussions, d'autres invités, toujours avec le même objectif, informer, échanger et faire entendre la voix des opérateurs. Dans la cabine, la voix des opérateurs portée par le Local 791.